Bonjour, c'est Louis, bienvenue sur Cryptonation, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais arrêter de parler de Bitcoin Cash parce que j'ai fait trop de vidéos là-dessus à la suite, mais en même temps, c'était un petit peu l'actualité autour du 1er août. Et on va passer donc à un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de Neo. Neo qui s'appelait Anshares auparavant. C'est une crypto qui a eu beaucoup d'intérêt ces derniers temps, il y a eu un regain d'intérêt de la part du marché. Donc j'ai beaucoup de chance pour faire ma vidéo parce qu'ils ont refait le site le jour où je voulais faire ma vidéo. Donc ça c'est plutôt sympa de leur part. Donc où on en est au niveau de Neo? Donc Neo c'est la 10e crypto-monnaie par capitalisation. On a une capitalisation de 815 millions de dollars. Donc là, vous pouvez voir que donc, Neo a diminué de 11% dans les dernières 24 heures, mais une raison très simple à ça, c'est qu'ils ont connu auparavant un rallye monumental avec des prix qui sont montés en flèche. Et donc là, on a une correction un petit peu parce que c'était monté extrêmement vite. Néanmoins, voilà, c'est clairement une crypto qui a connu beaucoup d'intérêt ce mois-ci et au mois de juillet, avec un intérêt vraiment croissant pour cette plateforme. Beaucoup de gens l'appellent l'Ethereum de Chine. Donc ça génère beaucoup d'intérêt, surtout qu'en fait c'est vraiment une crypto qui a commencé en Chine, fait donc par des développeurs chinois, très connus là-bas, et qui a commencé en fait à être connue par les occidentaux d'une certaine manière. Et c'est aussi ça donc, qui a généré une augmentation du prix, c'est la découverte un peu de Neo par le reste du monde et de son potentiel. D'ailleurs, si on regarde donc les marchés, on peut voir que Neo, donc c'est disponible sur Bittrex, mais ensuite les autres échanges sont des échanges chinois. Ça reste encore très basé sur la Chine, il y a un seul échange qui est un échange qu'on pourrait appeler occidental. Donc c'est vraiment un peu l'Ethereum de Chine. En tout cas, une crypto vraiment produite, fondée en Chine avec une forte influence à ce niveau-là et un fort enracinement sur le territoire chinois. Donc j'ai commencé un petit peu à donner quelques indications sur ce qu'est Neo, et là je vais rentrer plus dans les détails pour les caractéristiques techniques. Donc j'ai donné quelques indications en parlant un peu d'Ethereum, parce qu'effectivement, Neo reprend beaucoup de fonctionnalités d'Ethereum, mais vous allez me dire, comme beaucoup de cryptos aujourd'hui, comme beaucoup de cryptos qui cherchent d'une certaine manière à copier Ethereum, mais Neo va plus loin, on va le voir. Et notamment une certaine manière d'aborder les choses, qui est une manière un peu particulière, qui est peut-être pas forcément celle d'Ethereum. Donc voilà, ils parlent de la smart economy, pour eux c'est quelque chose sur lequel ils se basent énormément, donc un réseau distribué pour l'économie intelligente. Ils ont une volonté vraiment de faire un lien entre l'économie réelle, les actifs de la vie réelle, les objets de la vie réelle, et la blockchain. Donc c'est de mettre l'économie actuelle, d'une certaine manière, sur la blockchain et la rendre intelligente. Donc on va tout de suite aller jeter un œil au white paper. On va le lire ensemble, et je vais m'attarder un petit peu sur les points qui, moi, me semblent les plus importants par rapport à Neo. Donc c'est parti, on y va. Donc ce lien, comme d'habitude, vous allez le retrouver en description. Alors je vais passer l'introduction où ils reviennent sur différents éléments, comment ils définissent la blockchain, ils parlent de bitcoins, etc. Maintenant, je vais vous parler vraiment donc, des choix de design qui ont été faits, parce que pour moi, ça c'est très important pour comprendre un petit peu où se situe cette crypto, quelles sont ses ambitions. Donc la mission, je vous l'avais dit, c'est des actifs digitaux pour tout le monde. Et il précise bien que non, les développeurs de Neo, donc Bitcoin, il s'agit de créer un système financier qui est parallèle à l'existant, alors que eux, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer un système qui fait un pont entre une blockchain, donc la blockchain Neo, et les actifs du monde réel. C'est-à-dire prendre ce qui existe déjà dans l'économie réelle, donc les actifs financiers qui sont déjà existants aujourd'hui, et les mettre sur la blockchain. Et là, en l'occurrence, ils disent bien que Anshares, donc Anshares c'est Neo, a été designé pour la majorité des utilisateurs d'Internet, pour tout le monde, et ils disent pas juste pour les libertariens, les geeks et les développeurs. Là, ils assument totalement leur positionnement, qui est de ne pas chercher à faire une blockchain pour changer le monde, mais simplement prendre ce qui est existant et profiter des avantages technologiques de la blockchain, et le mettre à profit de tout le monde. Donc ça c'est un point important parce qu'ils vont faire des choix ensuite qu'on va voir qui du coup vont retirer quand même certains aspects intéressants que l'on peut trouver sur Bitcoin par exemple. Notamment par rapport à la décentralisation, ils vont accepter de faire quelques compromis pour augmenter l'utilisation parce qu'ils n'ont pas la même volonté qui anime beaucoup les développeurs de Bitcoins, qui est de vraiment faire un système décentralisé, indépendant et qui ne peut pas être contrôlé par des forces extérieures. Là, on n'a pas vraiment la même logique. C'est au contraire, on va faciliter le contrôle
par les forces extérieures, pour permettre justement donc d'être compliant, de respecter donc les lois à 100% et de faciliter la régulation. Et comme ça, ils espèrent propager l'usage, et donc pour la majorité des gens. C'est ce qu'ils disent, hein, et ils disent bien que justement ils se positionnent différemment à ce niveau-là, et que ça implique des choix différents. Neo, on a dit, c'est une logique de prendre le monde réel et de le mettre sur la blockchain. Pour ça, il faut faire un pont, il faut créer un lien, et permettre effectivement la régulation. Donc d'abord, il parle de l'importance des contrats dans le système Neo. Pourquoi faire des contrats et ne pas faire simplement des tokens? Quand vous envoyez des bitcoins, vous avez besoin d'avoir une clé privée pour prendre des bitcoins sur un compte et pouvoir les envoyer. Mais vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de la personne qui va recevoir ces bitcoins. Pour Neo, c'est différent. Quand vous allez envoyer, donc pas des ANS ou des ANC, mais quand vous allez envoyer des actifs digitalisés donc sur la plateforme, donc des choses qui représentent des choses réelles, qui ont été mises sur la blockchain Neo, quand vous allez envoyer ça, il faut également que vous ayez l'accord de la personne qui va recevoir. Pourquoi? Parce que là, on parle du monde réel. Donc, si par exemple, vous allez transmettre la propriété, vous allez représenter la propriété sur la blockchain Neo de quelque chose, par exemple une part dans une entreprise, il faut également que la personne qui le reçoit soit d'accord pour le recevoir, puisque il peut y avoir des obligations légales qui sont rattachées au fait de posséder une part dans l'entreprise. Autrement, ça voudrait dire qu'on pourrait devenir propriétaire du jour au lendemain d'une entreprise sans l'avoir voulu, et que par exemple cette entreprise elle a énormément de dettes et que l'on récupère ses responsabilités. Évidemment, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc pour pouvoir en fait mettre ce monde réel sur la blockchain et avoir des implications légales par rapport aux contrats qui sont faits sur la blockchain Neo, il ne faut pas faire uniquement des tokens, il faut faire des e-contracts. Donc c'est ce qu'ils expliquent dans cette partie, c'est qu'il faut également avoir l'accord de la personne qui reçoit le jeton, le token qu'on envoie. Donc le token qui peut représenter plein de choses, mais qui va représenter souvent donc la possession d'un actif réel, par exemple une entreprise ou toute autre chose. Ça pourrait être par exemple de l'immobilier ou ce genre de choses. Et étant donné que c'est réel et qu'il y a des implications légales, on doit utiliser des e-contracts et pas simplement des tokens. Ensuite, on parle de l'identité. Point très important, et là vous voyez tout de suite qu'on est déjà très très loin des logiques derrière Bitcoin ou derrière la logique par exemple derrière des monnaies telles que Zcash ou Monero. Là on est dans quelque chose d'assez différent, totalement différent on peut dire. Et là on part sur de l'identité sur la blockchain. Ils veulent permettre des moyens de vérification d'identité. Justement parce que là, on est dans une blockchain qui a vocation à pouvoir se rattacher au système légal. Et pour cela, ils comprennent bien qu'il y a une nécessité, effectivement, d'authentifier les personnes. Donc de pouvoir vérifier leur identité. C'est ce qu'ils expliquent, c'est que pour prouver des droits sur des actifs réels, du monde réel, il faut avoir un moyen de prouver l'identité. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est pas de centraliser toutes les informations des utilisateurs, mais que les utilisateurs aient un moyen, à travers la blockchain Neo, de prouver leur identité quand on leur en demande, pour vérifier qu'ils aient bien tel ou tel droit. Donc point important, étant donné le système qu'ils ont employé, il ne peut pas y avoir de fork sur la blockchain Neo. Donc ils utilisent Practical Byzantine Fault Tolerance, qui est le mécanisme de consensus. Alors, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos du fait que donc, Bitcoin il est sécurisé en utilisant la preuve de travail. Et Ethereum, c'est le cas aussi. Preuve de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne avec des mineurs, tout simplement déjà, voilà. On peut dire ça. Un système preuve de travail fonctionne avec des mineurs. Et ça va être les mineurs, effectivement, qui vont fournir la puissance des calculs pour vérifier les transactions. Et en même temps, donc, ça fournit une protection du réseau, parce que au lieu de simplement vérifier les transactions, ils vont aussi résoudre des problèmes complexes. Et donc, en fait, ils vont dépenser de l'énergie pendant qu'ils font fonctionner le réseau, et ça rend très difficile une attaque sur le réseau, puisque on a rattaché la vérification des transactions à une dépense d'énergie. Et là, donc, on a un autre système qui repose sur quoi? Donc ce système-là, Practical Byzantine Fault Tolerance, il vient diviser en deux. Il vient faire la différence dans le réseau entre deux types de personnes. Il fait faire la différence entre les utilisateurs lambda et les bookkeepers. Donc des gens qui sont simplement là pour utiliser la blockchain et des gens qui sont des professionnels qui sont là pour faire fonctionner le réseau et tenir les comptes. Donc ça, c'est assez important. On va directement faire une distinction entre ceux qui valident, les validateurs, et les autres, en fait. Par contre, donc, les validateurs, ceux qui tiennent les comptes, sont censés donc être élus. On élit un validateur, et ensuite ce validateur, effectivement, va se charger de gérer les transactions.
Donc là, on peut se rapprocher avec ce genre de système, effectivement, d'une efficacité qui se rapproche du réseau Visa, par exemple. Pourquoi? Parce que les opérateurs de nodes, ils vont pouvoir investir dans des infrastructures très importantes. Ils n'ont pas besoin, comme dans les systèmes preuve de travail, de résoudre des problèmes cryptographiques complexes. Donc ils se contentent juste de valider les transactions, ce qui en soit relativement simple. Donc par contre, là on a perdu quelque chose dans ce système. Déjà, il y a potentiellement plus de centralisation, puisqu'il faut avoir été élu pour pouvoir commencer donc, à valider les transactions. Il faut que les autres nous accordent la confiance avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Les nœuds sont censés s'authentifier. Et donc parce que les nœuds sont authentifiés, on ne fonctionne pas selon le même principe que Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau qu'on appelle trustless. Trustless, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, en théorie, de confiance entre les acteurs du réseau. C'est-à-dire que la confiance, elle est dans le protocole, et ensuite, il n'est pas nécessaire de faire confiance à un acteur du réseau. Puisque si des nœuds se comportent mal, pour Bitcoin, ça n'a pas d'influence, parce qu'il faudrait que 51% des nœuds, 51% des mineurs, de la puissance de calcul, en fait, se retournent contre le réseau, commencent à valider des mauvaises transactions. Ici, on va vérifier l'identité des nœuds pour leur faire confiance. Donc, on a bien une idée de besoin de confiance. Ça, c'est une distinction aussi qui est importante, c'est c'est un système à confiance faible, donc moins innovant d'une certaine manière, et moins radicalement nouveau que Bitcoin, parce qu'on va quand même faire un peu confiance, donc on va quand même réintroduire un peu l'idée du tiers de confiance. Simplement, effectivement, au lieu d'avoir des tiers de confiance où on leur fait vraiment beaucoup confiance, ici c'est plutôt de la confiance faible, parce que ça reste distribué. Donc on fait certes confiance, mais en même temps, on fait confiance à quantité de nœuds. Si jamais il y a un nœud qui n'est pas digne de confiance là-dedans, ça ne va pas avoir un impact très important. On a fait confiance au réseau de nœuds. Néanmoins, on a quand même donné une certaine confiance. On a quand même mis une certaine confiance dans le réseau, alors que dans Bitcoin, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est une différence qui existe entre les deux protocoles. Mais ça donne, par contre, donc ça c'est le prix à payer, effectivement, pour avoir une performance potentiellement beaucoup plus importante et une capacité à grandir qui est bien plus forte. Et la capacité à absorber des transactions beaucoup plus importantes. Toujours dans la lignée, effectivement, de prendre l'économie actuelle et la mettre sur la blockchain, plutôt que de chercher à construire un système financier nouveau et parallèle. Donc il est possible d'utiliser directement des monnaies fiduciaires sur la blockchain de Neo, donc il est possible d'utiliser des dollars, etc. Surtout des yuan, j'imagine, dans un premier temps. Et après, ANS, ça représente une part dans le réseau, et donc c'est OnShares, et ANC, c'est OnCoin, ça représente donc le carburant, un peu comme l'Ether pour Ethereum. Donc c'est un bloc tous les 15 secondes pour le moment dans Neo, donc avec une capacité effectivement de gérer plus d'une dizaine de milliers de transactions par seconde, donc une volonté vraiment de pouvoir concurrencer les visas de ce monde. On est avec un système qui est capable d'être très efficace, avoir une très grande capacité. Donc simplement pour parler un petit peu de ce que vous pouvez avoir. Les OnShares ANS, donc, c'est une part dans Neo. Ça représente un bout d'une certaine manière de la blockchain Neo. Ça veut dire que vous avez une part dans la blockchain Neo. Ça vous appartient d'une certaine manière. Donc il y a un maximum de 100 millions. Et ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de faire l'élection des bookkeepers. Ça vous permet donc d'avoir des OnCoins. Donc quand vous avez des ANS et que vous les mettez sur un wallet, vous avez des OnCoins gratuitement qui sont générés. Et donc ça vous donne un droit de vote. Donc ça c'est le carburant de la plateforme. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas utiliser en fait la blockchain. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment une part dans la blockchain, c'est plus vous en avez besoin pour utiliser la blockchain. Donc c'est généré pour chaque bloc et donc ça va aller de 0 à 100 millions. C'est en cours de création. Alors que là on les a déjà tous. Là ils sont en cours de génération en fait. Ils sont en cours de création. Et ça va prendre 22 années. Normalement ils disent à peu près. Donc voilà pour ce qui est tour du white paper on a vu ensemble un petit peu, on a fait un petit peu le tour. C'est ce qui va différencier Neo également, qui va vous intéresser. Ce qui différencie d'abord Neo, c'est qu'il est très axé sur les marchés chinois et asiatiques. Alors, beaucoup de ressources d'ailleurs qui sont en chinois. Si vous ne comprenez pas le chinois, jusqu'à récemment, c'était vraiment difficile de comprendre ce que c'était Neo. Maintenant, ils ont traduit la plupart des choses. Mais il y a encore beaucoup d'informations, par exemple beaucoup de couverture médiatique qui a lieu dans des médias chinois. L'adoption en Chine peut être très importante à ce niveau-là, puisqu'il s'adresse directement à eux dans leur langue. Donc la barrière de la langue qui peut peut-être exister pour d'autres cryptos, pour vraiment s'installer sur ces marchés-là, là elle n'existe pas, puisque c'est déjà nativement une crypto donc basée sur le marché chinois. C'est un peu une blockchain corporate pour moi, donc là c'est un petit peu mon avis, je rentre déjà un peu dans la partie mon avis, dans le sens où effectivement c'est 100% compatible avec la régulation, c'est non anonyme, c'est non pseudonyme,
Bitcoin n'est pas anonyme mais est pseudonyme. Là, effectivement, on n'a ni anonymité ni pseudonymité. On est dans une blockchain où c'est la vie réelle. Donc voilà, dans certains moments, il faut donner son identité et c'est comme ça. C'est totalement assumé. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est important, j'aurais dû... mais ça apparaît pas dans le white paper, parce que le white paper, je pense qu'il n'a pas été mis à jour très récemment, mais il supporte plus de langages qu'Ethereum, donc ça c'est important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un langage spécifique pour faire des smart contracts Neo, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'on peut faire des smart contracts Neo en C# ou en Java, aussi d'autres langages il me semble, et donc il y a plusieurs langages qui s'offrent aux développeurs en fait, pour faire des smart contracts. Et il y a un partenariat avec Microsoft, effectivement. Donc apparemment, donc moi je ne l'ai pas vu moi-même, mais apparemment, effectivement, dans l'outil Microsoft de programmation Visual Studio, quand vous faites un nouveau projet, apparemment, c'est dans la liste des projets que vous êtes en mesure de faire. Vous pouvez faire un projet, voilà, Neo. Donc voilà, très intéressant si Microsoft met une petite porte d'entrée vers Neo dans leurs produits, évidemment, quand on connaît l'importance que Microsoft a. Ensuite, donc, ils ont effectivement prévu. Alors je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si ça va être le cas bientôt, mais en tout cas, normalement, donc, leur algorithme est censé résister donc, aux ordinateurs quantiques. Donc voilà pour ce qui différencie un petit peu Neo. Pour ceux que ça intéresse, donc quel est mon avis là-dessus? Tout en sachant que mon avis, là, c'est pas un avis d'investissement, hein. Mais en tout cas, pour ce qui est de la technologie, c'est une blockchain qui va pouvoir plaire aux grandes entreprises et aux États parce qu'il y a la possibilité de la contrôler, etc. Pour moi, c'est un très bon projet. On sent que les développeurs derrière, c'est du solide. Leur évolution aussi a été assez impressionnante, je trouve. Ils ont réussi à commencer à amener beaucoup d'intérêt sur leur projet. Ils sont partis d'un marketing qui n'était pas très fulgurant à un marketing qui est bien meilleur aujourd'hui. Ils ont fait donc un rebranding d'Unshares à Neo qui s'est pas mal passé. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus sur les médias anglophones, sur les médias non chinois. Et ils sont bien ancrés aussi en Chine, la Chine étant un marché d'avenir, ou un marché plutôt d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forte compétition par rapport au projet qui est leur. S'ils doivent se battre avec Ethereum, on a sur ces blockchains évidemment des effets de réseau. Plus il y a de développeurs qui travaillent sur une blockchain, plus ça va être intéressant pour d'autres développeurs de venir, parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que même si sur les mérites purement techniques, peut-être que Neo est meilleur, si tous les développeurs sont sur Ethereum, ça va être compliqué quand même de créer des nouveaux projets sur Neo. Alors évidemment, c'est pas le cas, parce que aujourd'hui, il y a encore un potentiel d'augmentation très forte de cette technologie, il y a encore plein de choses à faire. Donc évidemment, ils peuvent récupérer une grosse part aussi du marché. Mais après, donc voilà, il y a Ethereum, il y a EOS, donc il y a Tezos qui va arriver aussi. Tezos apporte aussi d'autres choses. Donc voilà, et il y a d'autres aussi de plateformes de smart contracts qui existent déjà. Donc ça, c'est un point important. Ils accumulent plein de choses dans leur projet, plein de choses très intéressantes. C'est un projet très solide. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'autres projets intéressants et plein d'autres projets solides. Voilà, ils sont bien placés, mais néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, c'est pas les seuls sur ce créneau. Qu'Ethereum a pris une grande longueur d'avance quand même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre ce qu'était Neo, un réseau distribué pour l'économie intelligente. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner comme d'habitude. N'hésite pas à liker cette vidéo, un des premiers contenus francophones sur Neo. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.